Dieu ajoute sa bénédiction à cette parole-là. Toujours tout un beau passage quand on arrive dans le début qu'il parle que les montagnes élevées, les vallées se sont abaissées. J'imagine Jonathan va parler un peu de ça en rapport avec l'âge de la terre. Et j'ai déjà mentionné ça, je pense, quand on va aux chutes Niagara, puis qu'on va faire la petite aventure en dessous des chutes. C'est très impressionnant. On est allé il y a 2 ans faire ça, ma femme et moi. Et puis, il marque, en s'en allant dans le couloir, il marque, puis c'est un peu pour nous faire peur, hein. Ils disent que les chutes reculent. Imaginez-vous, on est en dessous des chutes. Ça fait que, ils disent que les chutes reculent graduellement. Puis là, c'est écrit, en telle année, il était à telle place, puis en telle année, il était à telle place, puis en telle année, il était à telle place. Puis c'est facile de calculer comment de centimètres, je crois, je sais pas combien ça se calcule en mètres, qui reculent par année. Ce qui nous fait facilement, si on a un petit peu l'esprit mathématique, calculer que à partir parce que la rivière Niagara commence au lac Ontario, hein, puis ça va jusqu'au lac Erie. Puis à partir du lac Ontario jusqu'aux chutes, ça n'a pas pris des millions d'années. Et si on calcule la vitesse avec laquelle les chutes Niagara reculent, là, on remonte à peu près à l'âge du déluge. C'est vraiment intéressant de pouvoir calculer ça. En tout cas, j'espère que tu parlais toute seule là. Bon, formidable. Je ne voulais pas voler son punch. Je vais demander à Jonathan de venir. Bonsoir. On va continuer. Et avant de commencer, pour peut-être des personnes qui n'étaient pas là ce matin, puis c'est une suite. Fait que ça, c'est la deuxième partie. Puis la première partie, on exposait un petit peu en même temps d'où venait la croyance d'une terre de 6000 ans. Puis ça vient d'une interprétation littérale de la Genèse, de la Bible, entre autres, mais de la Genèse, surtout le récit créationniste de Genèse 1, puis les généalogies. Fait que on va pas en reparler de là, mais la position d'une terre jeune, puis un univers jeune, ça vient du fait que les gens ont décidé un jour que la Bible était interprétée littéralement, puis ils se sont fondés là-dessus pour développer la théorie créationniste d'une terre jeune. Fait que ça va être mis en contraste avec la théorie qui est la plus propagée, qui est l'évolution, où ce que la Terre, elle a 4 points, je pense que je lis l'image un petit peu plus loin, mais la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Fait que ça va mettre les deux en contraste. Puis on va pouvoir voir des évidences qui montrent que la Terre est jeune. Avant de commencer, j'avais mentionné ça ce matin, c'est un petit résumé. Il n'existe pas aucune horloge naturelle qui est indépendante et qui a mesuré l'âge de la Terre. Il n'y a pas de chronomètre qui est parti pour qu'on sache quel est l'âge de la Terre aujourd'hui ou l'âge de l'univers. Fait que c'est par des observations qu'on fait des déductions, puis qu'on arrive à un âge, soit un âge jeune ou un âge vieil. On va voir, dépendant des observations que vous faites ou de l'interprétation des observations que vous faites. Selon la théorie évolutionniste ou les théories créationnistes d'une Terre vieille, parce qu'il y a des théories créationnistes également d'une Terre vieille, l'univers elle a 13,7 milliards d'années. Puis la Terre, elle aurait 4,5 milliards d'années. Fait que c'est des très, très gros chiffres quand on parle de l'univers ou de la Terre. En comparaison à ça, la théorie créationniste d'une Terre jeune, l'univers, elle aurait 6000 ans, puis la Terre également 6000 ans. Puis ça vient de l'interprétation, comme je disais, de la Genèse puis des généalogies. Fait que pour quelques-uns, ça va peut-être la première fois que vous allez entendre parler d'une Terre jeune ou d'un univers jeune. C'est pas quelque chose qui est nécessairement enseigné à l'école. Puis si on n'a pas la curiosité de chercher, on n'entendra pas parler. Donc c'est vraiment la partie qu'on va présenter aujourd'hui parce qu'on croit ici à la Bible, à l'interprétation littérale de la Bible. OK, on va regarder, ce matin on a regardé les évidences astronomiques par rapport à l'univers. Là, on va regarder au niveau de la Terre, plus les évidences, on va regarder géologiques, biologiques, le monde du vivant, puis anthropologiques, les hommes. On va regarder les évidences d'une Terre jeune au travers de ces sciences-là. Première évidence que je voulais vous présenter, c'est les fossiles polystrates. Ça veut dire des fossiles qui traversent plusieurs couches sédimentaires, des couches géologiques. Fait qu'ici, on peut voir les différentes couches de pierres qui se sont déposées, puis il y a un arbre fossilisé perpendiculaire à ça, puis qui traverse plusieurs strates. Là, c'est encore plus évident ici. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais de là à là, c'est 1 mètre. Puis le reste, mais c'est toutes des dépôts sédimentaires. Selon la théorie évolutionniste, ces dépôts sédimentaires-là prennent des millions d'années à se faire. Puis, fait que ça nous laisse 2 possibilités. Soit que l'arbre a poussé au travers
de ces strates-là sur des millions d'années, ou que les sédiments se sont déposés beaucoup plus rapidement, puis que l'arbre a été comme pris dans les couches qui se sont déposées une sur l'autre. Puis on voit que l'arbre s'est pétrifié comme ça. Le bois est devenu de la pierre. Des évidences de ça, il y en a. Si vous allez à Venise, il y a la chapelle, j'ai lu ça sur Internet, c'était la chapelle Sainte-Marie de la Santé, puis elle a été faite sur des piliers, c'est ça, Venise, elle a été faite sur 180 000 piliers de bois dans les années 1600 quelque chose. Puis 300 ans plus tard, ces piliers de bois-là, ils sont tous en pierre. Parce que le bois absorbe les minéraux, puis il se transforme, il devient, qu'est-ce qu'on peut voir ici. Fait que c'est un phénomène, la pétrification du bois, qui est très rapide, qui n'a pas besoin de prendre des millions d'années. Puis en plus, ici, on en a une évidence. C'est clair que cet arbre-là, il n'a pas poussé au travers des couches, là, au travers des millions d'années. Est-ce qu'il y a juste des arbres comme ça? Non, il n'y a pas juste des arbres. Celui qui, moi, me fait le plus sourire, c'est un nid de dinosaures. Les dinosaures pondaient des œufs. Puis ils ont trouvé des nids où les œufs des dinosaures couvrent plusieurs strates. Quand ils ont défait le nid, ils ont trouvé les strates. Fait que même des choses plus petites ont été fossilisées sur plusieurs strates. On s'entend, des œufs, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus résistant. Fait qu'à moins qu'ils soient recouverts rapidement, ils auraient cassé. Là. Fait que ça, c'est d'autres évidences. Puis ça, ces types de fossiles-là qui traversent plusieurs strates, il y en a plusieurs. Il y a une baleine qui a déjà été trouvée dans des sédiments, sur plusieurs strates de sédiments, couches de sédiments. Fait que ça montre que mettre des couches de sédiments, c'est un processus qui peut être aussi très rapide. Qu'est-ce qui le rendrait rapide? C'est que ça prend beaucoup d'eau dans ce cas-là. L'interprétation biblique de ça, c'est qu'il y a un déluge global un jour. Fait que le déluge a brassé beaucoup de sédiments. On voit juste des catastrophes, des petites catastrophes comme le pas longtemps au lac Saint-Jean, il y avait eu la rivière Saguenay qui avait débordé, puis ça avait rasé des grosses parties, puis c'est rien qu'une rivière. Mais mettez ça à l'échelle globale avec une catastrophe comme le déluge, mais ça peut faire des choses de ce genre-là. Autre chose, la formation de charbon. Le charbon, c'est fait avec de la matière végétale qui est enfouie puis qui va se transformer. Selon la théorie évolutionniste, ça prend des millions d'années. Fait qu'on a toute la matière végétale, des arbres, des plantes qui vont être enfouis. La plupart des gens disent que c'est des marécages, qui est des marécages qui se succèdent. Les plantes sur le dessus, ils finissent par mourir, descendent dans le fond. Il y a d'autres plantes qui poussent. Puis ça fait le marais, il finit par aller sous terre. Puis c'est là qu'ils formeraient le charbon après des millions puis des millions d'années. Pourtant, ils ont fait des expériences, puis ils ont simulé la formation de charbon en dedans du charbon brun en quelques semaines, puis du charbon noir en quelques mois. Fait que c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire très facilement en laboratoire. Ça prend juste les bonnes conditions, la chaleur, puis une pression. Fait que si on voudrait former du charbon rapidement, aujourd'hui, mais on prendrait des matières végétales, on les mettrait sous l'eau, qui a une pression. La matière végétale, comme votre compost, il dégage une chaleur quand il se décompose. C'est un peu le même principe. La chaleur se crée par elle-même, puis ça formerait du charbon. C'est quelque chose qui se fait rapidement. Qu'est-ce qui aurait pu expliquer pour quelqu'un qui croit à une terre jeune, qu'il y ait tant de sources de charbon comme ça? Tu vois, les mines sont immenses. Ici, il a fallu qu'il y ait vraiment beaucoup de matière végétale là, pour faire une mine de cette ampleur-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais encore une fois, ça ramène à un événement, une catastrophe dans le passé, là, 4500 ans selon la Bible, qui est un déluge qui aurait tout lavé la surface de la terre. Fait que là, toutes les plantes, les arbres à l'époque, ça a tout été enfoui, ça s'est retrouvé sous l'eau. Puis qu'est-ce que ça a pu faire en quelques semaines ou quelques mois? Ben, on se retrouve avec des gisements. Fait que les mêmes interprétations, dépendant de quelle vision, quelle lunette qu'on veut mettre, on peut dire que ça prend des millions d'années, ou on sait aussi que ça peut se faire très rapidement. Puis le déluge, ce serait une belle explication pour ces choses-là. Même chose avec le pétrole. Le pétrole aussi, c'est des matières organiques, des végétaux qui se décomposent en dessous de la terre puis qui forment le pétrole. Il y a des expériences en laboratoire qui ont réussi à produire du pétrole en quelques mois. Ça, c'est en laboratoire. Puis, présentement, sur la Terre, là, on a deux places. Cette place ici, c'est en Californie, proche de la faille de San Andreas. Il y a beaucoup de sédiments. Ça, je sais pas si vous avez déjà entendu parler qu'un jour, il va y avoir un gros tremblement de terre, puis Los Angeles va rentrer dans l'eau, mais c'est à cause de cette faille-là. C'est comme une faille dans la croûte terrestre, parce qu'il y a beaucoup d'activités volcaniques. Puis, proche de cette faille-là, il y a beaucoup de sédiments végétaux, des algues,
se sont accumulées sur une très grosse épaisseur. Puis ces algues-là, ils ont été datées, puis ils datent entre 4200 puis 4900 ans, qui se sont accumulées là. Puis l'activité volcanique sous les matières végétales comme ça, les végétaux, fait monter la chaleur, puis les petites bulles qui sortent de là, qui sortent de ces sédiments-là, c'est des petites bulles d'huile de 1 ou 2 cm, puis ça sort en permanence. Fait qu'on a de la formation d'huile live, on pourrait dire, là, en cours, là, qu'on se voit sur la Terre. Fait que ça prend pas des millions puis des milliards d'années pour faire ça. Puis il y a un autre gisement comme ça, de la même façon, qui est en Australie, le détroit de Bass, où ce que tu vois le pétrole qui est en formation présentement, là, où ce que il y a de la formation de matière pétrolière. Le pétrole, ça c'est qu'est-ce qu'on connaît des puits de pétrole, il forme, là, pouf, comme dans les dessins animés, ça revole dans les airs à cause qu'il y a une grande pression. Si le pétrole a pris vraiment des millions d'années à se former, il ne devrait plus avoir de pression dans les puits parce que la raison, c'est que même dans les roches les plus perméables, les plus dures, on s'attendrait à ce que la pression s'équilibre. Fait que le pétrole trouverait les failles puis commencerait à s'infiltrer là-dedans, il ferait craquer les roches pour arriver à une pression qui serait neutre. Puis ça, si on parle d'un phénomène de millions d'années, si le pétrole il est jeune, il vient récemment d'être formé, c'est normal que la roche soit capable de garder la pression. Mais si vous remettez ça sur des millions puis des millions d'années, des centaines de millions d'années, mais la roche, elle n'a pas une vie infinie, elle craquerait, puis le pétrole s'infiltrerait. Ça me fait penser un peu quand on gonfle un ballon pour un enfant. On gonfle le ballon, on l'attache. Si par chance le ballon crève pas dans les heures qui suivent, mais il va t'oublier, puis il va être dans le coin de la maison, puis au bout d'une semaine, tu vas prendre ton ballon, il va s'en venir flasque puis mou. L'air, elle a réussi à s'infiltrer puis sortir du ballon. Mais c'est la même chose avec le pétrole. Le pétrole, la pression qui se bâtit, avec le temps, elle s'infiltrerait puis elle réussirait à sortir de la roche pour s'étendre sur des plus grandes surfaces puis diminuer beaucoup la pression. Fait qu'on sait par ça que le pétrole a dû se former rapidement, sinon la roche pourrait pas le soutenir ou le garder à l'intérieur de la Terre comme elle le fait présentement. Des gaps de millions d'années sans érosion. Dans le Grand Canyon, ça c'est les colonnes géologiques, les couches sédimentaires qui se mettent une par-dessus l'autre, comme on voit dans les livres, ça n'existe pas, ça. Le mieux qu'on a, c'est le Grand Canyon, puis il contient la moitié des colonnes géologiques. Les autres, il faut que les géologues les prennent un peu partout sur la Terre pour essayer de faire une colonne qui représente les 4,5 milliards d'années de la Terre. Mais un de ces exemples-là, dans le Grand Canyon, on a ici le Coconino, un grès de Coconino, la roche plus pâle. Puis on voit une séparation belle puis droite avec le schiste de l'ermite. Ça, c'est en bas. Entre les deux, il y a 6 millions d'années, selon la théorie évolutionniste. Puis comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il y a 6 millions d'années? Ils l'ont schématisé ici. Fait que ici, la couche du haut, ce serait le Coconino. Puis ici, on aurait le schiste de l'ermite en bas. Mais un peu plus loin, dans le Grand Canyon, il y a comme quelque chose qui s'est introduit entre les deux, un gap, une autre roche, une autre couche de sédiments qui a 6 millions d'années. Fait que, à quelque part dans le temps, il y a quelque chose de 6 millions d'années qui s'est introduit entre les deux. Fait que qu'est-ce que ça nous laisse comme indice? C'est qu'il devrait avoir les mêmes sédiments ici, mais pourtant, il les a pas. Fait qu'il y a comme un gap dans l'histoire de 6 millions d'années. Puis malgré ce gap-là, la couche du dessous, elle est droite, comme si c'était rien passé pendant 6 millions d'années. Qu'est-ce qu'on devrait voir? Ce serait de l'érosion qui aurait été causée par de l'eau, par le vent, par n'importe quoi qui était vivant, qui aurait brassé ces couches-là, puis on les voit pas. Mais ça, des gaps comme ça, où il n'y a pas d'érosion, là, on en retrouve partout au travers du monde, dans les Alpes, il y en a, dans le Grand Canyon, il y en a, où il y a des millions d'années entre deux couches, puis pourtant les deux couches sont droites puis lisses, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Fait que ça sonne des cloches. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils n'ont pas des millions d'années entre les différentes couches de roches. C'est un processus qui s'est fait probablement beaucoup plus rapidement que des millions d'années. Parce qu'après des millions d'années, on s'attend à avoir beaucoup d'érosion. Fait que ça, c'est un autre exemple au niveau de la géologie, que les choses, il se passent beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Le sel dans les océans, ceux qui sont allés à la mer, qui ont eu cette chance-là un jour, puis qui ont avalé une bonne vague, ils savent que ça goûte salé. Puis les autres, ben je vous le souhaite un jour, c'est le fun. Pas avaler la vague, mais aller à la mer. Mais le sel, il vient de où? Le sel, il vient du fait que les marées
vont éroder les côtes. À chaque jour, il y a les marées qui vont sur les côtes, puis ils ramènent le sable, puis ils grugent les côtes. Ça fait que la salinité, le niveau de sel dans l'océan, il augmente toujours. Parce qu'il y a seulement 27% du sel qui sort de l'océan. Ça veut dire ça qu'il nous reste un 73% du sel qui demeure dans l'océan, qui lui va rester là. Puis le 27% qui sort, mais ça c'est la bonne odeur. Quand tu arrives proche de l'eau, ce que ça sent l'eau salée, mais ça c'est le 27% qui sort, qui s'évapore. Fait que là, si on part, on fait le chemin inverse, puis on part où ce qu'on a un océan où ce qu'il n'y avait pas de sel du tout. L'océan était comme un lac ici qu'on a, un lac d'eau douce. Puis là, les vagues commencent à frapper ça, puis éroder les côtes, puis le sel commence à s'introduire tranquillement dans l'océan comme on l'a aujourd'hui, mais ça nous amène à 62 millions d'années, pas 3,1 milliards d'années, ça c'est l'âge supposé des océans. Fait qu'on voit que, selon le niveau de sel dans l'eau, les océans peuvent pas être aussi vieilles que qu'est-ce que les gens disent. Ils peuvent pas être plus vieilles que 62 millions d'années. Là, vous allez me dire, 62 millions d'années, c'est loin de 6000 ans. Mais qu'est-ce qui aurait pu arriver sur la Terre qui fait qu'il y ait beaucoup plus de sel dans l'eau qu'on peut le penser? Bien, la même réponse encore, une catastrophe globale, un déluge. Ça l'a vraiment beaucoup érodé les côtes, puis transformé la géographie qu'on connaît. Ça l'a amené beaucoup de sédiments dans l'eau, puis ça l'a fait augmenter le niveau de salinité. Mais, nonobstant ça, si on prend même pas le déluge en ligne de compte, puis on veut croire à l'évolution, mais selon le niveau de sel que dans l'océan, on pourrait pas avoir un océan plus vieil que 62 millions d'années. Ce qui est vraiment loin de ce qu'ils disent. L'océan, comme on connaît, devrait avoir 3,1 milliards d'années. Il y a une grosse différence entre les deux. Ça m'amène à vous parler de radiodatation. Ça, c'est la partie, si vous aviez à être concentré, là, c'est là que ça se passe. C'est comment est-ce qu'on date les roches. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui vont dire, ils ont pris des mesures de roches, puis ils ont calculé l'âge de la roche, puis on sait exactement l'âge qu'elle a. Elle a 4 milliards d'années, elle a 3 milliards d'années. On peut pas s'ostiner avec la science qui dit ça. Mais quand on parle de radiodatation, puis on prend des tests, puis on regarde les éléments de la roche, puis on les date, on date la roche. En fait, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure, c'est quoi les éléments qu'il y a à l'intérieur de cette roche-là. On va prendre une des méthodes les plus connues, c'est l'uranium. L'uranium, il se transforme en plomb avec le temps. Il libère 8 particules alpha, qui est de l'hélium, comme qu'on sert pour gonfler les ballons pour que ça flotte, là. Il y a un gaz très léger, puis des particules bêta qui sont des électrons. Fait que ça, avec le temps, l'uranium se décompose en plomb. Qu'est-ce qu'on mesure? En fait, les gens, ils vont mesurer comment est-ce qu'il y a d'uranium puis comment est-ce qu'ils ont de plomb. Parce que c'est un âge, ça. Ça donne pas un âge. Fait que qu'est-ce qui est vraiment précis, ils ont des méthodes précises de voir la quantité d'uranium et la quantité de plomb. De là, transformer ça en un âge, ça, c'est un autre domaine de la science. Fait que, comment est-ce qu'ils transforment ça en un âge? Ils ont évalué que l'uranium, comme celui-là, ici, l'uranium 238, il se transformait en plomb la moitié de l'uranium se transforme en plomb en 4,47 millions d'années. Fait que ça prend 4,47 millions d'années de se transformer en plomb. Je vais le schématiser, ça va être plus facile à comprendre. À temps zéro, là, j'ai juste de l'uranium. 4,47 millions d'années plus tard, j'ai la moitié d'uranium, la moitié de plomb. Fait que vous voyez un petit peu le principe. Si je rajoute un 4,47 millions d'années, mais là, je vais avoir juste le quart d'uranium, puis le 3/4, ça va être rendu du plomb dans ma roche. Fait que c'est comme ça qu'ils font le calcul. Si on continue un peu plus loin, mais on se ramasse avec 1/8 d'uranium, puis 7/8 de plomb. Puis là, on est rendu à 17,88 millions d'années. Fait que là, ils se servent de cette échelle-là, de la manière à que l'uranium se transforme en plomb pour calculer l'âge des roches. Fait que quand ils font ces mesures-là, ils font 3 suppositions. Les scientifiques font 3 suppositions, puis c'est toujours les mêmes pour les datations. Ils supposent qu'on connaît exactement comment on avait d'uranium au départ, puis comment on avait de plomb au départ. Ils ont besoin de savoir comment il y en avait au départ de ça. Ça, c'est une première supposition qui est faite. Une deuxième supposition qui est faite, c'est qu'il n'y a pas eu d'addition ou de retrait d'uranium de façon pas naturelle avec le milieu. Fait qu'ils sont comme dans un vase clos, là, il se passe rien, puis l'uranium se transforme en plomb, puis il n'y a pas d'éléments externes qui peuvent influencer la transformation de l'uranium en plomb. Puis la dernière qu'ils font, c'est qu'ils supposent que la désintégration
de l'uranium en plomb, ça se fait toujours à la même vitesse. Fait qu'avec le temps, on va toujours avoir à la même vitesse la dégradation de l'uranium vers le plomb. Qu'est-ce qu'on en sait maintenant de ça aujourd'hui? Je vais vous parler surtout de la dernière partie parce qu'il y a des études vraiment intéressantes qui ont été faites là-dessus. On va prendre des zircons qui sont des petites pierres qui ont été datées de 1,5 milliard d'années. Là, les scientifiques ont pris ces zircons-là. Puis qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Au lieu de mesurer l'uranium puis le plomb, ils ont mesuré comment est-ce qu'il y avait d'hélium dans les zircons. Parce qu'on sait quand l'uranium devient du plomb, ça relâche de l'hélium dans la roche, qui est un gaz. Qu'est-ce qu'ils ont été terriblement surpris, c'est qu'ils ont trouvé encore de l'hélium dans les zircons, dans les petites roches. Pourtant, c'est des roches de 1,5 milliard d'années, fait que ça fait longtemps que l'hélium, qui est un gaz, devrait être sorti de la roche, puis devrait être parti dans l'atmosphère. Fait que là, les scientifiques ont été très surpris de ça. Ça a été quoi leur conclusion? Leur conclusion, c'est que la diffusion de l'hélium vers l'extérieur, ça devait être un phénomène très lent. Fait que ça doit prendre beaucoup de temps. Là, on a ici le modèle de milliards d'années pour le zircon. Ça doit prendre vraiment beaucoup de temps avant que l'hélium réussisse à s'échapper des zircons. C'est pour ça qu'il y a encore de l'hélium dans les zircons. Mais là, il y a des créationnistes qui ont dit, « Oh, un petit peu. Moi, je pense pas qu'il y a 1,5 milliard d'années, ce zircon-là. Je pense qu'il y a 6 000 ans, pas plus. Puis je pense que l'hélium, elle s'échappe du zircon, mais très rapidement. » Fait qu'eux autres, ils ont fait une autre courbe, une autre supposition. Ils ont dit, moi, je pense que ça s'échappe rapidement. L'hélium s'en va rapidement du zircon, puis il s'évapore dans l'atmosphère très rapidement. Fait que là, on avait deux modèles qu'on pouvait vérifier. C'est ça qui était intéressant là-dedans. La différence entre les deux modèles, c'est 100 000 fois. Les créationnistes, ceux qui croient à une Terre jeune, pensent que l'hélium s'en va dans l'atmosphère 100 000 fois plus vite que ceux qui croient à une Terre vieille. Fait que là, ils ont fait des mesures. Ils ont pris les zircons, puis ils ont mesuré la vitesse que l'hélium s'en allait. Ça, on peut le faire physiquement. On n'a pas besoin de faire de suppositions pour ça. C'est quelque chose qu'on peut mesurer. Puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est les petits points ici, que l'observation qui était vraie, là, puis ça correspond exactement avec le modèle créationniste, que la diffusion de l'hélium est très, très rapide. Fait que là, on se ramasse avec quelque chose qui a été mesuré, qu'on connaît, qui est vrai, qu'on peut observer, qui dit que ce zircon-là, il y a pas plus que 6000 ans. Si on le regarde en termes de diffusion d'hélium, c'est sûr que si on le regarde en termes de radioactivité, là, d'uranium qui se transforme en plomb, on date de 1,5 milliard d'années. En diffusion d'hélium, on a 6000 ans. Qu'est-ce que ça semble démontrer? Ça semble démontrer que la dégradation de l'uranium n'a pas été constante dans le temps, mais qu'il y a eu une dégradation très rapide. Puis, fait qu'au lieu d'avoir une belle courbe constante, mais à quelque part dans le temps, il est arrivé quelque chose, un événement qui fait qu'il y a beaucoup d'uranium qui est devenu du plomb très rapidement. Puis après ça, on a eu une courbe qui est stable, qui s'est stabilisée. Ça, c'est qu'est-ce que ça semble pointer. Puis la diffusion d'hélium, c'est quelque chose qu'on mesure présentement. Fait que ça, on fait pas de supposition. C'est quelque chose de vrai, d'exact. Fait que qu'est-ce qui a pu arriver? Mais ça ramène toujours à la même chose, hein? Une catastrophe globale qui aurait fait que beaucoup d'uranium se serait transformé en plomb dans un passé récent. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ces données-là nous donnent. Ça, c'est récent, ça fait même pas 10 ans que c'est découvert, la diffusion de l'hélium. D'autres choses par rapport aux datations, ça c'est plus facile à comprendre. Il y a un volcan qui a explosé, le Mont Sainte-Hélène, en 1980. Environ 20 ans plus tard, il y a des scientifiques qui sont allés sur place, puis ont pris la lave qui s'était solidifiée, puis qui était devenue une roche. Ils ont pris ces roches-là. Fait que les roches avaient environ 20 ans. Puis ils ont amené, puis ils ont fait dater. Puis les résultats que ça a donné de datation, ça donnait 350 000 ans. Fait que pour une roche de 20 ans, par les méthodes de datation, ça donnait 350 000 ans. Mais on sait que la roche, elle a 20 ans. Là, le volcan a explosé, ils ont vu la lave, ils l'ont pris, cette lave-là solidifiée. Fait qu'on voit que les méthodes de datation peuvent avoir des gros gaps. Puis un autre, encore plus frappant, c'est à Hawaï, un volcan en 1800. Quand ils ont repris les roches de ce volcan-là, puis ils ont fait dater, ça datait entre 1,4 puis 1,6 millions d'années. Fait que les méthodes de datation pour une roche de 200 ans environ, ça fait une grosse marge d'erreur. Fait qu'est-ce qu'on peut se fier? Ben, on peut se fier aux résultats qu'ils donnent en termes de quantité d'éléments radioactifs, mais ça nous donne pas un âge réel.
C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue avec ces méthodes-là, c'est des suppositions. Une des choses, si aujourd'hui vous avez des roches chez vous, puis vous voulez les faire dater, puis vous pognez les roches dans votre cour, vous les amenez à un laboratoire où ils vont faire les analyses, mais ils vont vous demander où est-ce que vous avez trouvé la roche, dans quelle couche géologique qu'elle était, autour de quoi que c'était situé. Pourquoi ils ont besoin de toutes ces informations-là? Parce qu'ils veulent avoir une histoire potentielle à compter. Ils veulent pas dater une roche, puis finalement, ils sont dans le champ. C'est comme un petit peu l'histoire qu'on vient d'entendre. Fait qu'il faut toujours que la roche soit dans son contexte, où ce qu'ils l'ont pris, les photos autour, les déformations qu'il peut avoir, pour pouvoir être capable de dater la roche. Ça, c'est qu'est-ce que nos méthodes scientifiques d'aujourd'hui. D'autres méthodes de datation, le carbone 14, vous entendez souvent parler de ça. La carbone 14, ça se forme dans l'atmosphère. Les rayons du soleil transforment le carbone, qui est le carbone normal, qui est le carbone 12. Puis, en fait, ils transforment l'azote en carbone 14. Le carbone, c'est ça qui constitue toutes les plantes. C'est nous autres, même, on est fait de carbone. Donc là, les plantes vont absorber ça par photosynthèse. Puis nous autres, on va manger des plantes ou on va manger des animaux qui ont mangé des plantes. Fait que, présentement, vous êtes tous radioactifs. On a tout en dedans, nous autres, du carbone 14. Puis on s'en sent pas mal pour autant. Mais ça fait partie de nous autres. C'est le cycle normal. Puis ensuite, je vais manger ma salade, puis je vais avoir comme pris du carbone 14, incorporé du carbone 14, puis un jour, je vais décéder, je vais aller dans la Terre. Puis la demi-vie du carbone 14, c'est 5730 ans. Fait que dans 5730 ans, la moitié du carbone que je vais avoir absorbé va être retourner dans l'atmosphère. Fait que ça, c'est la demi-vie du carbone 14. Puis quand les gens datent avec le carbone 14, le plus vieux qu'ils peuvent aller, c'est 57 300 ans. Plus vieux que ça, ils sont plus capables de mesurer le carbone, il n'y en a pas assez, puis ils sont pas capables de le détecter. Fait que ça, on se base là-dessus, puis on dit, on fait des datations carbone 14, le plus vieil objet que je peux dater, c'est 57 300 ans. Qu'est-ce qu'on va être surpris d'apprendre? Mais on va être surpris d'apprendre que du charbon supposément de 300 millions d'années contient encore 25% de carbone 14 à l'intérieur. Mais le carbone 14, est-ce qu'on est encore supposé de le mesurer? Non, ça fait longtemps qu'on n'est plus supposé de le mesurer. Il y a une grosse différence entre 300 millions d'années puis 55 000 ans. Fait que, qu'est-ce que ça nous indique? Que le charbon, il est beaucoup plus jeune qu'on pense. Là, les scientifiques, ils disent, mais le charbon, c'est un matériel assez mou, puis ça se peut qu'il y ait eu de la contamination de l'extérieur. On ne pouvait pas prévenir la contamination. Fait que là, d'autres scientifiques ont fait, des créationnistes et des non-créationnistes, des gens qui croient à l'évolution, ils ont daté des diamants qui avaient plusieurs millions d'années. Le diamant, on peut pas le contaminer. C'est la pierre la plus dure qui existe sur la Terre, fait qu'on peut pas rajouter du carbone 14 dedans. C'est vraiment la pierre la plus dure. Puis qu'est-ce qu'ils ont été surpris? C'est qu'ils ont trouvé à l'intérieur des diamants encore des traces de carbone 14 suffisantes pour les dater, puis les diamants auraient 55 000 ans ou moins, dépendant des celles qui ont daté. Fait que, qu'est-ce que ça pointe? Ça pointe que les diamants sont pas si vieux que ça. Ils n'ont pas vraiment des millions puis des milliards d'années, comme les gens essayent de nous enseigner, parce qu'ils ont encore des traces de carbone. Pourtant, on peut pas le contaminer, lui, le diamant. Les évidences biologiques. Fait qu'on laisse de côté un petit peu le côté géologique, qui est la Terre, mais on va regarder le côté du vivant. On a trouvé des extraits d'ARN de bactéries supposément vieux de 425 millions d'années. L'ARN, c'est le bagage génétique des bactéries. Puis on a trouvé de 425 millions d'années. Les scientifiques disent qu'ils ont fait revivre une bactérie de 250 millions d'années. C'est une bactérie qui était comme devenue latente, là, elle attendait sur des cristaux de sel. Puis là, ils l'auraient réussi à la réanimer, puis la faire pousser, puis la faire croître. Puis elle avait supposément 250 millions d'années. Qu'est-ce qui était étrange, c'est que si tu regardes cette bactérie-là de 250 millions d'années, puis tu la compares à une d'aujourd'hui, ils sont exactement pareils. Fait que il n'y a pas eu beaucoup de changements, je trouve, en 250 millions d'années pour cette bactérie-là. Mais le problème qu'il y a en arrière de tout ça, c'est que on connaît pas aucun mécanisme qui fait que l'ARN ou le bagage génétique d'une bactérie puisse vivre aussi longtemps que ça. Ça n'existe pas, on sait pas comment ça peut se passer. Pourtant, les gens ils affirment qu'ils ont trouvé des choses aussi vieilles, des bagages génétiques aussi vieux ou des bactéries aussi vieilles. Mais il n'y a aucun mécanisme qui peut expliquer ça dans la nature.
encore plus frappant, en faisant des fouilles archéologiques, ils ont trouvé des os de Tyrannosaure Rex. Puis là, c'est une coupe à l'intérieur d'un de ces os-là. On voit encore les globules rouges, on voit encore des tissus mous. Puis cet os-là était supposément vieux de 65 millions d'années. Les gens qui ont fait la découverte là, dans leurs notes, ils ont dit que ça sentait la pourriture. Fait qu'il y avait une odeur de pourriture. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Est-ce que l'os, il y a vraiment 65 millions d'années? Je connais pas tous les mécanismes possibles, mais je sais que si je me coupe aujourd'hui, puis je vais enterrer un petit bout de sang dans la terre, là, sur un morceau de linge, mais il sera plus là dans 100 ans, là, il y aura plus rien déjà, là. Mais celui-là, il serait supposé avoir 65 millions d'années. Fait que ça va aussi à contre-courant de ce qui est enseigné, où ce que les dinosaures seraient vraiment vieux puis ont vécu là, des millions puis des millions d'années. Qu'est-ce que les gens aiment mieux croire, les scientifiques, quand ils voient ça, ils aiment mieux dire, ben, on ne sait pas comment, mais on sait maintenant que les globules rouges peuvent vivre 65 millions d'années. Au lieu de dire, c'est évident qu'il est plus jeune, que notre Tyrannosaure Rex est beaucoup plus jeune, parce qu'on a encore des globules rouges, mais ils disent, on ne sait pas pourquoi, mais les globules rouges vivent longtemps. Fait que quand les gens ont la foi en quelque chose, on va toujours trouver une explication. OK, le coélacanthe. Ça, c'est un poisson qui a été fossilisé. Des fossiles vivants, ça, en fait, c'est des fossiles d'animaux ou de plantes qu'on pensait éteints, qui n'existaient plus sur la Terre, puis qu'au bout de quelques années, on en découvre des vivants encore. Puis ça existe par centaines. Il y a des centaines d'exemples de ça, autant des plantes que d'animaux. Des plantes ou des animaux qu'on disait, sont éteints, ça fait tant de millions d'années que ça n'existe plus. Puis là, tout d'un coup, par hasard, quelqu'un en trouve. Avec des arbres, il y a un pin qui a été trouvé en 1994, celui-là, le coélacanthe. Puis c'était le chaînon manquant entre le poisson puis le reptile. Le coélacanthe était sur le bord de marcher puis aller sur l'eau jusqu'à temps que les gens découvrent qu'il existe encore. La question qu'on se pose quand on voit ça, comment est-ce que le coélacanthe aurait pu éviter d'être fossilisé pendant 65 millions d'années? Ça, c'est une bonne question. Hein? On retrouve le coélacanthe dans une couche géologique, entre des roches. Cette couche-là a 65 millions d'années. Il en existe encore aujourd'hui. Fait que pendant 65 millions d'années, il n'y a pas aucun autre qui s'est fait prendre puis qui a été fossilisé. Ça, c'est une bonne question. Hein? Puis l'autre question qu'on peut avoir, c'est quand on regarde le fossile puis le vrai animal, il n'y a pas de différence. Comment ça se fait qu'en 65 millions d'années, l'espèce, elle n'a pas changé un petit peu, je sais pas, il aurait pu avoir une modification quelconque. Non, rien de ça. Pourtant, c'est supposé être un poisson qui est vraiment vieux. Ça, c'est une autre chose. Les fossiles vivants pointent vers une création qui est jeune, et pas vieille. Le plus vieil arbre sur la Terre. Hein, le plus vieil arbre sur la Terre, c'est un pin de Bristol Cone, dans les montagnes blanches de la Californie. Puis son âge est estimé par les anneaux de croissance. C'est quand même une estimée, mais ils ont pris une carotte dans l'arbre, puis à chaque anneau, ça représente une année. Puis ils ont fait ça. Puis l'arbre aurait 4723 ans. Ils l'appellent l'arbre Métusella, en honneur, c'est vrai, en honneur du plus vieil homme qui a existé sur la Terre, selon la Bible. Ils l'appellent comme ça, l'arbre. Puis c'est sûr qu'il a l'air magané un peu, mais peut-être qu'à 4700 ans, on serait un peu magané, nous autres aussi. Ça nous amène à quel âge, ça, 4700 ans? Ça nous amène autour de quel événement biblique? Le déluge, encore une fois. L'organisme vivant sur la Terre le plus vieux nous amène exactement au déluge, comme la parole l'enseigne. Si on parle maintenant d'anthropologie, où est-ce qu'on va regarder les hommes, l'histoire humaine, les mitochondries. Fait que ça, je vais vous présenter une mitochondrie ici. Elle est vraiment beaucoup agrandie, parce que chacune de nos cellules dans notre corps contient plein de mitochondries, des centaines de mitochondries. Ça a comme fonction de nous donner de l'énergie pour qu'on puisse fonctionner. C'est ça qui transforme qu'est-ce qu'on mange en énergie, en fait. Puis, toutes les mitochondries de chaque personne qui est ici vous vient de votre mère. Fait que c'est les mamans qui passent ça aux générations après, quand les mamans ont leur enfant. Fait que ça nous vient toutes de nos mamans, autant les hommes que les femmes. Puis, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont suivi les mutations de l'ADN de ces mitochondries-là pour retrouver un ancêtre commun. Parce que si tout ça nous vient de nos mères, mais éventuellement, on a un ancêtre commun, puis ils sont arrivés avec un ancêtre commun qui aurait vécu entre 6000 et 6500 ans. Là, on parle des créationnistes. Quand ils font les calculs, les évolutionnistes disent 100 000 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui croient
à une terre jeune, puis ils font les mêmes calculs, puis ils arrivent à 6000 ou 6500 ans. Puis ça nous amène à qui? La mère de tous les vivants selon la Bible, c'est Ève. Puis curieusement, les gens qui croient pas à la Bible ont nommé la mitochondrie Ève. Ils l'ont appelée comme ça. Mais ça veut dire que tous les descendants arriveraient à une personne, une femme, qui était Ève, qui a passé sa mitochondrie à ses enfants, puis ça s'est propagé comme ça. Ensuite, la dégradation du génome humain. Je vais vous parler de quelque chose, peut-être les hommes n'ont pas conscience de ça, mais le ménage, ça se fait pas tout seul. Puis, fait que quand vous arrivez, votre maison est toute propre, c'est parce que quelqu'un a mis de l'énergie dedans pour que ça reste propre. Parce qu'avec le temps, si on fait rien, tout se dégénère, tout se désagrège, puis la poussière s'accumule, puis c'est ça qu'on observe. Mais c'est la même chose qui se passe avec notre ADN puis notre génome. Qu'est-ce qui fait ce qu'on est là, génétiquement? Avec le temps, on accumule des mutations à cause des radiations, à cause de notre mode de vie, à cause des stress, à cause de juste la façon que nos cellules se divisent. Ils peuvent faire des erreurs en se divisant. Puis, qu'est-ce qu'on sait? C'est que chaque génération accumule environ 100 mutations, qui soient neutres ou négatives, parce qu'on n'a pas de mutation positive qui a été documentée encore. Ça, c'est connu aujourd'hui. Fait que chaque génération va accumuler ça. Moi, j'ai des enfants, je leur ai passé 100 mutations. Mon père, avant, il était aussi généreux, il m'en avait donné lui aussi 100. Fait que mes enfants sont rendus avec 200 si on parle de les miennes, puis ceux de mon père. Puis, ainsi de suite. Fait que si on recule dans les dans différentes générations, mais on se rend compte que les générations qui poussent, mais les autres, ils ont beaucoup plus de mutations dans leur organisme, mutations génétiques. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que 2 à 3% des enfants ont des défauts génétiques visibles. Des fois, c'est pas grave du tout. Des fois, c'est un peu plus grave, comme des veines qui se connectent pas à la bonne place. Il faut que les médecins opèrent d'urgence, puis ils reconnectent ça. Une valve qui fonctionne pas. Il peut y avoir toutes sortes de maladies comme ça. Mais 2 à 3% des enfants ont ces maladies visibles-là. Pourquoi les médecins font autant d'échographies aujourd'hui? Ils veulent déceler ces maladies-là avant que l'enfant naisse. La raison principale, c'est qu'ils veulent pas que l'enfant naisse. Mais ça, c'est une des raisons. C'est parce qu'ils savent, les médecins, qu'il y a beaucoup de maladies génétiques, puis que les chances que des enfants naissent avec ça sont grandes. Ils sont grandes. Ils sont là. Il peut y avoir des maladies plus graves que d'autres. Qu'est-ce qu'on connaît des maladies génétiques présentement? C'est qu'il y en a 6000 qui sont répertoriées. Dans 10-15 ans, on va peut-être être rendu à 6500, 6000, ça va rapidement. Pour être répertorié comme une maladie génétique, il faut que ce soit une maladie qui se transmet de génération en génération, que ce soit vraiment relié, puis qu'il y ait plus qu'un cas. Mais là, qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est que ça augmente très rapidement là, les types de maladies qu'on décèle à ce niveau-là. Tous les généticiens du monde s'entendent pour une chose, ils se chicanent pour d'autres, mais ils s'entendent pour dire que notre génome se dégénère. Qu'avec le temps, on n'est pas après s'améliorer au niveau du génome, mais on dégénère. Il y a même un des généticiens qui est un évolutionniste, qui ne croit pas du tout en Dieu ou à la création, il a dit « Nous sommes génétiquement inférieurs aux hommes des cavernes ». Fait que, du point de vue génétique, lui, il croit aux hommes des cavernes. Puis moi, je pense qu'il dans le passé, il a existé des hommes qui ont vécu dans des cavernes, mais qui étaient plus intelligents qu'on pense. Mais génétiquement, on est inférieur à eux autres, à cause de ça, de la dégradation du génome. Ça, c'est qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais parler par rapport de ça? C'est que la plupart des cultures parlent d'hommes qui vivaient très longtemps. Si on parle en Chine, il y avait les Vénérables, hein, l'époque de la Mésopotamie, où il y avait eu l'histoire de Gilgamesh, où il voulait aller rencontrer un homme qui était, selon eux autres, éternel, qui était jamais mort. Puis pratiquement toutes les civilisations ont ce type d'homme-là qui vivait très, très longtemps. Puis, si on regarde la Bible, on a la même information. Dans la Bible, l'homme qui a vécu le plus longtemps, Methuselah, il a vécu 969 ans. Puis au début, avec Adam, c'était plus autour de 900 ans. Puis on a jusqu'à Noé. Mais après ça, après Noé, c'était le déluge. On voit que la longévité des hommes diminuait vraiment beaucoup. Puis les gens, ils se sont amusés à faire une courbe statistique avec ça, puis ils se rendent compte que ça répond à une équation. Que c'est pas des chiffres au hasard qui ont été mis dans la Bible, là, mais que c'est vraiment une équation mathématique qui prouve que les gens vivaient de moins en moins longtemps après le déluge. Puis la sélection naturelle, les gens ils vont dire, oui, mais toutes ces mutations-là qui s'accumulent, mais il y a la sélection naturelle qui est freine, puis on sélectionne les plus forts, puis les meilleurs, puis là, eux autres, ils se reproduisent, puis comme ça, notre génome va finir par s'améliorer.
Mais en fait, la sélection naturelle peut pas améliorer qu'est-ce qu'il y en est présentement. Puis ça, il y a eu des modèles informatiques qui ont été faits pour ça. Puis là, je vous laisse, vous pourrez me voir après, je sais qu'à moins que vous preniez des notes, là, Mendel's Accountant.info, où ils font des simulations avec les chiffres connus. Puis ils disent, bon, si on a une population de 100 000 personnes, puis on leur met 100 mutations par génération, ça c'est les chiffres connus. Puis là, on va dire que là-dessus, il y en a une sur 100 qui est bonne, puis toutes les 99 autres sont neutres ou négatives, mais tous les modèles qu'ils font arrivent à un génome qui se désintègre, là, ou qui, avec le temps, se dégénère. Fait que ce qui correspond, entre autres, avec ce que la parole a dit, la Bible a dit par rapport à la longévité, qu'elle allait diminuer. Puis là, on est rendu à une étape stable avec les médicaments. Nous autres, en Amérique du Nord, on est capable de vivre plus longtemps. Dans les mêmes conditions en Afrique, mettons, les gens vivent beaucoup moins longtemps. Mais ils n'ont pas la même accessibilité aux soins de médecine. Mais ça, c'est des exemples. Puis, je voulais te parler un petit peu de la sélection naturelle, où ce que c'est la survie du plus fort. Puis c'est comme ça qu'on crée les espèces les plus fortes. La sélection naturelle ou la survie du plus fort, ça existe. Ça, on le voit. Mais il y a aussi la sélection du plus chanceux. T'as beau, j'avais fait un exemple à cette île, je vais le reprendre. T'as beau être le poisson le plus fort qu'il y a, là, le plus gros saumon. Là, si tu passes devant un requin, tu n'auras pas le temps de passer tes gènes aux autres. Il y a aussi le plus chanceux qui fait un arbre, un beau gros érable qui pousse chez vous. Ils ont les hélicoptères qu'on appelle, hein, mais l'hélicoptère qui a les meilleurs gènes, là, mais si elle tombe sur l'asphalte, ils vont jamais pousser. Pourtant, celui qui a peut-être des gènes tout croche puis elle tombe dans de la bonne terre, c'est lui qui va pousser. C'est qui va passer ses gènes au prochain? C'est-tu le plus fort? C'est le plus chanceux. Fait qu'il faut faire attention avec ça, la sélection naturelle, puis c'est le plus fort qui survit. C'est pas toujours le cas. Puis il faut garder ça en ligne de compte. Si on regarde le taux de croissance, si on prend la courbe de la population aujourd'hui, on est environ 6,5 milliards de gens sur la Terre. Si on prend le taux de croissance de la population de 0,5 %, qui est vraiment pas beaucoup, 0,5 %, en passant, on est plus que 1 présentement sur la Terre, puis qu'on commence avec 6 personnes il y a 4500 ans. Là, on parle de Noé, puis c'est les 3 fils de Noé puis leurs femmes. Puis on refait la courbe de population avec 0,5 % de croissance, on arrive exactement à 6,5 milliards de personnes sur la Terre. Si on part d'après le déluge, que les hommes, après le déluge, ils ont repeuplé la Terre, puis on arrive exactement à 6,5 milliards de personnes avec un taux de croissance de 0,5 %. Là, les gens, ils trouvent que ça fait du sens parce que si on recule dans le temps, les gens, il y avait une longévité un petit peu moins longue, il y avait moins d'accès à la médecine, ils ont eu des maladies comme la peste puis des affaires qui ont réduit beaucoup les populations, mais on arrive à 6,5 milliards. Si l'homme a vraiment des centaines de millions d'années, comme en fait pas des centaines de millions d'années, je vous induis en erreur, l'homme avait environ 100 000 ans, 1 million d'années, puis l'homme comme on le connaît, 200 000 ans. Fait que pas l'homme de Cro-Magnon, mais l'homme plus comme nous autres, moderne, peut-être 200 000 ans. Mais la courbe de population, ça ne devrait pas être 6 milliards, mais plutôt 50, 60 milliards de personnes qu'il y a sur la Terre. Parce que ça fait longtemps que l'homme il serait sur la Terre. Fait qu'il faut regarder aux évidences à ce niveau-là. Fait que ça, c'est une des belles évidences de ça, la courbe démographique qu'on a présentement. La durée de l'histoire enregistrée. Les plus vieilles populations comme la Mésopotamie, l'Égypte, la Chine, c'est des populations qui sont quand même récentes. Ça, c'est les populations, les plus vieilles histoires qu'on connaît. Puis on se ramène autour de 5000 ans. Fait que c'est des populations qui sont là depuis pas très longtemps. Ils ont toutes des légendes communes qui parlent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces légendes communes-là, comme le déluge? Les Amérindiens en Amérique du Nord ont des légendes sur le déluge. Les gens en Chine ont des légendes sur le déluge. Les gens dans les îles à Hawaï ont des légendes sur le déluge. Tous les peuples ont des légendes sur le déluge. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se partager ces légendes-là, à moins qu'ils aient parti toutes d'une même place, puis après ça, ils se soient épandus sur la terre? Mais ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on croit, c'est que tout le monde est parti après le déluge, hein, Mont Ahara, comme c'est décrit dans la Bible, puis les populations se sont dispersées après la tour de Babel. La similitude des langues, si tu regardes la sémantique puis les langues, ils ont toute une similitude qui les ramène à une langue un jour qui était commun, comme ce que la Bible enseigne.
avec le déluge, puis commun dans un passé assez près, parce que les langues, même selon l'évolution, puis l'écriture, ça n'existe pas depuis bien longtemps. Fait que tout ça, ça pointe encore vers une terre jeune au niveau humain. Fait que les évidences observées témoignent d'une terre jeune, d'une catastrophe environnementale dans le passé, dans un passé rapproché. Les couches géologiques, ça se dépose un sur l'autre. L'effet du déluge, le sel dans les océans, l'effet du déluge, je ne l'ai pas parlé, mais les dépôts dans le fond des océans, c'est la même chose, les dépôts de sédiments. L'effet du déluge, la formation de canyons, ça c'est des bels exemples qu'on a. Il y a eu des lacs qui ont débordé, puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait où ce qui déborde des grands canyons qui sont formés en quelques heures. Puis si on a un déluge global sur toute la Terre, quand l'eau se retire, puis elle passe toute à la même place, mais ça creuse des canyons comme le Grand Canyon. C'est pas la petite rivière qui a pris des millions d'années à creuser ça, là. Ça s'est fait rapidement. C'est ça qu'on peut croire selon le déluge, les arbres pétrifiés debout, le charbon qui est jeune, qui a encore du carbone 14, la pression qui est dans les roches, où ce que la formation du pétrole qui était jeune aussi, le pétrole, les diamants qui ont été datés, qui sont jeunes, les méthodes de radiodatation qui sont erronées, puis quand on regarde la diffusion de l'hélium, on se rend compte que les roches sont jeunes, nos fossiles qui montrent qu'il y a eu un déluge global. Comment qu'on fait un fossile aujourd'hui? Mon poisson rouge meurt, là, puis je le laisse dans la terre ou je le lance dans l'eau, il va jamais devenir un fossile. Il va se faire manger, il va se faire récupérer les petits vers, puis les os vont être éparpillés, puis ils vont se désintégrer. Ça va pas faire un fossile. Si on veut faire un fossile, il faut mon poisson rouge meurt, puis là, je tombe un voyage de ciment dessus, puis là, il va être là, personne va pouvoir le manger, puis avec le temps, il va faire une empreinte sur la roche. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Un déluge global qui a enfoui autant d'animaux, autant de plantes rapidement. Un déluge global. La population terrestre qui nous amène à 4500 ans, un déluge global. Notre génome qui se détériore avec les années. L'histoire humaine. Tout ça, ça nous amène à un déluge ou à une catastrophe dans un passé récent. Je voudrais partager qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à ces événements-là. Dans 2 Pierre 3 à 7, ça dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, la terre qui aurait été créée par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Pierre, il y a 2000 ans, il a écrit qu'il va venir un temps où les gens vont se moquer puis vont dire « Ben voyons donc, il n'y a jamais eu de jugement sur la terre, le déluge, c'est rien qu'une histoire. » Puis ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que oui, il y a peut-être eu un déluge, c'est un déluge local, c'était pas partout. Puis les gens, ils se moquent, puis ils veulent pas croire en ça. Pourtant, quand on croit au déluge qui est arrivé il y a 4500 ans, tout ce qu'on voit puis on observe concorde avec ce que la Bible enseigne. Oui, il y a déjà eu un jugement sur la terre, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Là, on tombe au le verset suivant. J'aurais aimé ça vous lire un petit passage de qu'est-ce qui se passait sur la terre juste avant le déluge. Dans Genèse 6, 5, ça dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé dans son cœur, et il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. » Puis on a l'histoire de Noé, qui lui, Noé, était celui qui a trouvé grâce à ses yeux, aux yeux de Dieu, puis Dieu lui a confié le message, puis il a dit, Noé, je vais détruire la terre. Est-ce qu'il l'a détruit tout de suite, comme ça, avec le déluge? Non. La Bible dit que ça a pris 100 ans. Noé avait eu le plan d'un arche. Noé a bâti l'arche, puis pendant 100 ans, Noé a prêché. On voit dans la parole un peu plus loin que c'est un prédicateur de justice. Il a prêché la justice de Dieu. Il disait aux hommes, Dieu c'est un Dieu d'amour, oui, mais c'est un Dieu juste. Puis il va punir votre péché. C'est ça que Noé faisait. C'est un Dieu d'amour parce qu'il va vous pourvoir un moyen de vous en sauver, embarquer dans l'arche. Puis ça, c'était le côté amour de Dieu. Mais Dieu, il est un Dieu juste, puis il peut pas tolérer puis vivre dans le péché. Voir le péché, surtout pas toucher au péché. Puis un jour, il a dit qu'il allait juger cette terre-là. Mais
De la même manière, il disait, je vais revenir, de la même manière, les cieux et la terre sont réservés pour le jugement aujourd'hui. Fait que notre terre est condamnée selon la parole de Dieu, mais Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste, mais Dieu est aussi un Dieu amour. Hein? Puis il a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le mot-clé ici, c'est la repentance. Dieu veut que les gens changent de direction. S'ils allaient à une direction, puis ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur, on tourne de bord, on fait un 180, puis on change de direction. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est le Dieu amour aussi, pas juste le Dieu juste qui va punir ou le Dieu sévère, le Dieu qui vous aime. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a pourvu un autre moyen qu'un arche. Dieu a pourvu un plus beau moyen que l'arche. Dieu a pourvu en son Fils. Hein? Il a envoyé son Fils mourir sur la croix, porter les péchés des gens pour que les gens croient et soient sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Tantôt, je disais que c'est important de se repentir, de changer de voie, puis de croire. Croire en Jésus-Christ. C'est en croyant en Jésus-Christ qu'on obtient cette vie-là, la vie éternelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle pour ça. Il a dit qu'il le ferait. Il nous dit qu'il nous donnait la vie éternelle en Jésus, en son Fils. Mais il faut croire en lui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, qui est Jésus par lequel nous devions être sauvés. Il y a un jugement qui s'en vient. Pour quelques-uns, ils vont dire, bon, c'est quoi ces histoires-là? Mais un jugement a déjà eu lieu il y a 4500 ans. Puis Dieu qui est amour, patiente. Hein, il a dit, il veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Patient. Il a envoyé son Fils comme moyen pour sauver les gens, pour sauver tous ceux qui se repentiraient puis qui croiraient en lui. Puis un jour, il va venir prendre les siens, puis il va les amener avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le message de l'Évangile, le message qui nous vient également de la parole, où ce qu'on voit une terre jeune créée il y a 6000 ans, qui a eu une catastrophe qui explique tous les phénomènes qu'on voit autour de nous aujourd'hui, les évidences qu'on peut avoir, puis le message de l'Évangile, qui un jour, cette même catastrophe-là va se reproduire encore, mais qu'il faut accepter Jésus, son Fils. Non, mais c'est tellement intéressant. Tellement intéressant. Merci beaucoup, Jonathan. Et quand on entend ces choses-là, puis qu'on a entendu toute notre vie le contraire, hein, on a le choix. On croit certaines choses ou on en croit d'autres. C'est vraiment une question de foi. On croit que malgré tant d'évidences, la Terre a tant de millions d'années, puis de milliards même, et ainsi de suite, puis que ça s'est fait tout seul, puis il n'y a pas de Dieu, puis que quand on va mourir, c'est fini après, puis il n'y a plus rien. Ou bien, on regarde les mêmes évidences, puis on dit « Oh, c'est vrai qu'il y a un Créateur. » Parce que c'est vrai qu'est-ce que la Bible dit que ça ne peut pas avoir plus que 6000 ans. C'est vrai qu'est-ce que la Bible dit qu'il y a eu un déluge il y a 4500 ans. Et c'est vrai que s'il y a eu un déluge il y a 4500 ans, c'est un jugement de Dieu, puis il nous dit qu'il va en avoir un autre. Et si on croit ça, ça implique, ça a des implications. C'est ce que les gens ne veulent pas d'habitude. Ça a des implications qu'on a des comptes à rendre à ce Dieu-là qui nous a donné des avertissements, puis on n'a juste qu'à regarder ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour constater que c'est bel et bien vrai. Hein? Non seulement le génome humain ne s'améliore pas, le genre humain non plus. Hein? C'est pas dur à constater. Et des choses vont pas nécessairement de mieux en mieux dans le monde. Et ça devrait nous faire réaliser que oui, c'est peut-être vrai qu'est-ce que Dieu dit, que les choses vont s'empirer, puis qu'un jour Dieu va dire non, c'est assez, là, c'est assez. Et que Dieu offre à chacun, comme il l'a offert au temps de Noé, avec l'arche, un moyen de salut. Et ce salut-là est en Jésus. Et c'est ce qu'il ne faut pas jamais perdre de vue. Hein? Et quand on a sur le verset sur le bord du chemin, ça dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et oui, il y a un jugement qui s'en vient, mais il y a un don merveilleux qui est offert à tous gratuitement. Merci beaucoup.